On va aller un peu plus loin à présent, on va incorporer, si vous le voulez bien, introduire ce qui est absolument central dans ce colloque. Je veux bien évidemment parler de l'enfant. Comment intégrer un enfant né d'un viol, un enfant de l'ennemi, un enfant de la haine, un enfant du hasard, comme on les appelle dans certains pays. On a l'immense chance d'accueillir Claire Mestre pour en parler et faire résonner ce sujet. On va l'applaudir bien fort, si vous le voulez bien. Bonjour et bienvenue. Alors, je rappelle, Claire, que vous êtes psychiatre, psychothérapeute, vous êtes anthropologue, vous êtes également coordinatrice du DU Médecine et Soins culturels à l'Université de Bordeaux. Claire, vous allez revenir et puis vous allez rester après avec nous pour prendre évidemment les questions qui viendront de la salle et du distanciel. Vous allez revenir sur les difficultés que rencontrent ces enfants pour s'apaiser, pour s'accepter et ensuite pour s'intégrer. Vous allez aussi nous aider à répondre à cette question. Ces enfants ont-ils un avenir? Si oui, lequel? Et je vais vous laisser la parole. Bon, je vais me débrouiller. C'est bon? Oui, c'est bon. Bon, merci en tous les cas pour l'invitation et merci au docteur Tanté d'avoir appelé voilà, quelque chose qui peut être effectivement mal connu de nous soignants et qui est extrêmement important à considérer quand on reçoit une femme victime de tant de violences. Alors, je vais vous dire d'où je parle d'abord et pourquoi avoir choisi le titre de l'enfant de l'ennemi. Donc, ce sont des enfants qui sont nés de viols politiques. J'expliquerai ce que j'appelle le viol politique, mais aussi des viols donc, sur le chemin de l'exil. Voilà, donc le viol, bon, imposition d'une grossesse, d'un enfant, un géniteur ennemi, ça peut être un bourreau, le membre d'une armée ennemie aussi, ou d'un groupe ennemi, d'un passeur ou d'un homme raciste. Donc, quel travail psychique? Je vais essayer de vous expliquer comment, en tant que clinicienne, j'ai compris le travail psychique qui avait été fait par ces femmes et comment accueillir l'enfant donc pour nous et comment aider la mère. Je parle donc de la consultation transculturelle du CHU de Bordeaux, qui accueille donc des populations migrantes et exilées, et particulièrement donc des mères avec leurs bébés. Voilà, donc on l'a dit, continuum de violence est un mot qui vient de la sociologie en fait et qui est extrêmement important. Et c'est vrai que c'est une thématique quand même qui montre la question des femmes, et tant mieux, parce qu'elles deviennent, elles restent en France d'abord, elles font des enfants et elles posent beaucoup de questions à nous soignants. Je vais commencer par une situation clinique. Alors mes situations cliniques, c'est une équipe, je dis toujours, c'est un travail d'équipe. Je suis entourée de psychologues, d'interprètes, d'anthropologues, d'infirmières, d'artistes. Et je vais commencer par cette situation clinique qui était ancienne, mais qui m'a beaucoup appris. Je l'appellerai Martha, donc ce sont que des noms, des prénoms d'emprunt. Martha est envoyée à la consultation, donc c'était en 2005, donc vous voyez, 20 ans maintenant. Et elle a été suivie 3 ans avec sa petite fille, que je prénomme Fleur. Donc elle a Fleur dans les bras quand elle arrive. Elle est assez jeune, elle a moins de 30 ans. Et c'est l'infirmière du CADA qui nous l'envoie pour les préoccupations de Martha sur Fleur. Donc l'histoire de Martha est écrite sur son dossier et fait l'effet d'un boomerang sur ceux qui en prennent connaissance. Je vous lis. Martha affirme être née d'un né père Hutu et d'une mère Tutsi. La mère s'est mariée à un Congolais qui a reconnu Martha. Le père est tué lors de la guerre qui a embrasé l'est du Congo. Ils sont de Goma, donc ville à l'intersection du Rwanda, sur le bord du lac Kivu. C'est l'origine de sa femme qui avait posé problème. Elle prend la fuite avec sa mère et sa sœur vers le nord du pays, donc à Bunia, chez leur grand-mère, après que le frère ait été sauvagement tué. En 2003, la grand-mère est tuée, la mère est assassinée après avoir été violée et, je cite, éventrée. Les 2 sœurs sont violées. Elles sont enlevées et utilisées comme esclaves sexuelles par des enfants soldats. Elle s'échappe grâce à l'un d'eux et avec l'aide d'un religieux, part du pays, enceinte, ayant perdu la trace de sa sœur. Elle arrive en France enceinte et accouche d'une petite fille qui sera prénommée Fleur par le groupe associatif qui l'accompagne. Voilà, donc quand elle arrive, c'est une femme qui ne va pas bien, on s'en douterait. Il y a un ralentissement psychique, ce qu'on appelle maintenant de façon habituelle un syndrome post-traumatique.
et la petite fille est de ses propres mots un rappel de ce qu'elle a vécu. Alors, on reviendra peut-être sur la question du dispositif, comment on accueille une maman et son bébé, comment on peut parler de la réalité des traumatismes en présence du bébé. C'est une grande question sur laquelle, bien sûr, on n'a pas toutes les réponses, mais avec laquelle on réfléchit. Donc, quelques mots sur les viols de guerre. Et ce qui est important pour nous, c'est comprendre aussi la logique de ce qu'on appelle les viols de guerre, je préfère le viol politique, parce qu'il y a eu beaucoup de littérature qui a commencé à émerger, surtout à partir de la guerre de l'ex-Yougoslavie, où, comme vous le savez, il y a eu un génocide et l'arme du viol. Le viol est devenu une arme et d'ailleurs est considéré maintenant comme une arme dans des guerres où on impose aux femmes de mettre au monde des enfants de l'ennemi. Alors, ce qui est particulier, d'après tous les articles que j'ai lus et puis les colloques auxquels j'ai assisté, c'est qu'on pourrait dire que le viol de guerre a toujours existé. On a effectivement toute une histoire, mais ce qui est particulier, c'est qu'il semble, d'après les spécialistes, que c'est quand même une technique qui est de plus en plus utilisée. Donc, le viol est un crime qui fait porter l'infamie sur la victime. Et je reprends les mots de Naum Grab, l'infamie, c'est la flétrissure imprimée à l'honneur, à la réputation, par la loi ou l'opinion publique. Donc c'est une arme sur le corps féminin, une arme de cruauté. Naum Grab dit c'est une pratique de cruauté qui est raffinée par la proximité. Avec le viol, il y a l'inceste, il y a la vue de l'autre torturé et violé. Le cruel touche à ce qui est plus cher dans la communauté, en particulier le corps des femmes. Quand la cruauté est légitimée par le pouvoir, la responsabilité en incombe à la victime qui est stigmatisée. Alors ça, c'est important parce que le viol est effectivement, le viol des femmes, une stratégie politique. Alors, quand je dis une stratégie politique, je vais vous en donner quelques mots, je ne vais pas trop m'étendre, mais c'est une arme de guerre, mais c'est une arme aussi de la dictature. Et certains disent que... alors, par exemple, la question de la Libye, dont on a vu le Maroc, c'est peut-être aussi, je ne sais pas, je n'en ai pas interrogé, des stratégies des bourreaux en général. Alors, et c'est pour ça que certains ont essayé de définir ce type de viol. Une planification, c'est-à-dire l'institutionnaliser, recommander peut-être aussi le viol. C'est ce qu'on a eu des preuves, par exemple, dans la guerre de l'ex-Yougoslavie. Qui va donc avec tout un discours, une organisation, une planification, on le légitime, c'est une stratégie de la terreur. Nous, on a reçu beaucoup de femmes qui venaient à l'époque du Congo et Kinshasa, et c'est évident que c'était une stratégie de la terreur. Toutes les femmes qui étaient passées en prison avaient été violées, et surtout, pas forcément parce qu'elles-mêmes étaient des militantes, bien que souvent elles étaient des militantes, mais parce qu'on faisait pression sur elles pour qu'elles dénoncent, par exemple, leur mari militant, ou bien comme une stratégie de sortie, de soumission au bourreau. Donc, c'est important aussi, dans un viol, alors tout viol évidemment est destructeur, mais de comprendre quelle est l'intention aussi de ce système-là. Alors, excusez-moi, certains disent que c'est une culture de la virilité. Bon, je passe. Alors, le deuxième temps du viol. Alors, entre guillemets, il y a aussi des hommes qui sont violés sur les parcours migratoires. Il y a quelques écrits là-dessus, qui est très, qui se comprend aussi en fonction de ce que c'est que les viols pour les femmes. C'est-à-dire, c'est une féminisation de l'homme. Donc, c'est un rabaissement, je dirais, à quelque chose d'inférieur. Donc, ça reste de toute façon une culture de la virilité. Le deuxième temps du viol, c'est le choix du passage à l'acte. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est aussi pour, je dirais, démultiplier la cruauté. Ça peut se faire devant témoins, ça peut se faire devant la famille. Par exemple, on a eu beaucoup de témoignages de viols en Syrie qui se faisaient devant les familles. Il peut y avoir aussi accompagné donc d'autres pratiques sexuelles très interdites. Mais c'est surtout qu'il n'y a pas il y a une impunité. Et puis, il y a aussi le viol collectif, évidemment, j'en dirai quelques mots. Donc, les conséquences, bien sûr, sur la victime directe, sur les familles, sur les communautés, sur la société tout entière.
Donc d'abord des blessures corporelles, des séquelles psychologiques, des conséquences sociales, l'ostracisation de la victime, la culpabilité, la honte, l'humiliation. Je cite à nouveau Naum Grapp, « Le viol de guerre est un crime, et je dirais le viol politique, est un crime de domination, mais aussi un crime de souillure et de profanation. Il s'adresse à l'identité culturelle du sujet que l'on massacre. Dans les cultures traditionnelles, l'honneur de la femme tient à la maîtrise de sa sexualité. Le viol casse ceci, il s'adresse aussi au psychisme et détruit ainsi la victime. Le poids de la honte et de la culpabilité bascule du côté de la victime qui est souillée, salie et dans certains cas ostracisée. Le viol n'est pas un crime qui tue, mais un crime qui laisse vivre et qui fait regretter d'être né. C'est un meurtre de genre. » On a eu aussi dans notre histoire des femmes qui venaient d'Algérie aussi après la décennie noire. Et c'est tout à fait ça, c'est-à-dire qu'elles ne pouvaient rester, pour certaines, enfin celles qui ont pu partir dans leur communauté parce qu'elles étaient totalement ostracisées. Voilà, donc ça c'est des choses que nous avons entendues dans nos consultations. Et comment faire avec cette idée d'un viol imposé qui a été volontairement cruel et destructeur pour la femme, pour sa communauté et aussi pour l'enfant à venir. Alors, atteinte de la descendance, dans les génocides, c'est vraiment inscrire dans la descendance de la mère un étranger, je dirais, bien sûr, atteinte à l'honneur, je l'ai dit, franchissement des interdits fondamentaux, impuissance et culpabilité, transmission aux enfants, déchaînement de la violence familiale, honte sur les femmes. Donc la filiation, elle est brouillée. Soit que l'intention du bourreau soit de la trancher, c'est la logique génocidaire, soit que sa présence incarnée dans un enfant noue un affect de haine, soit qu'il affecte durablement la mère dans ses liens avec sa descendance. Comment réparer ? Alors, il y a de la littérature sur ces enfants, sur comment aider les mères, et c'est un soin qui se veut individuel, bien sûr, et communautaire. Alors, je ne vais pas trop m'étendre sur la question communautaire, parce qu'il y a eu des travaux qui ont été faits sur les pays même où il y a eu donc, des enfants nés de viol. C'est une question extrêmement compliquée, parce que dans la réalité, en fait, ce que j'ai pu en lire, elles ne sont pas toujours très aidées, puisque ostracisées. Je vais parler de ce qui se passe en France. Pour nous, la question communautaire passe par la reconnaissance, par l'OFPRA et la CNDA. Or, de notre expérience, c'est extrêmement rare, c'est révoltant, je vous le dis avec colère, parce que les femmes ont beaucoup de mal à faire valoir qu'elles ont été victimes de viols politiques. 2 instances, pour celles qui connaissent l'OFPRA et la CNDA. L'OFPRA, Convention de Genève, la CNDA plus ouverte aussi sur les questions, je dirais, humanitaires, donc la possibilité aussi à des femmes d'être reconnues pour avoir été violées sur le chemin migratoire. Mais globalement, franchement, les femmes sont très mal protégées et leurs enfants du coup aussi. Donc ça, c'est la partie, je dirais, reconnaissance communautaire. Il n'y a pas que celle-là, il y a aussi toutes les associations qui œuvrent, et on verra combien c'est important. Et puis nous aussi, soignants institutionnels, pour, comme l'a dit le docteur Tanté, les accueillir le mieux possible et les reconnaître. Le soin est une forme de reconnaissance. Donc, équipe pour nous pluridisciplinaire, et surtout, je dirais, dans cette aide à être reconnue en tant que victime, là, j'ouvre une parenthèse parce qu'on discute beaucoup la question victime-survivante. Nous pensons qu'il y a un passage nécessaire pour être reconnue comme victime et qu'effectivement, ce n'est pas un statut qui doit rester définitivement. Les femmes sont des survivantes. J'aime beaucoup c'est-à-dire elles ont une vie en plus et en plus elles nous apportent beaucoup. Donc, on s'investit beaucoup quand on le peut parce que malheureusement, l'accès aux soins, les retards font qu'on n'arrive pas toujours à temps pour les aider pour faire face à l'OFPRA et après à la CNDA, c'est-à-dire leur expliquer d'abord qu'est-ce que c'est que cette instance, comment parler, avec toutes les difficultés bien sûr qui sont dues au trauma, comment dire, comment surmonter la honte, c'est un vrai problème.
faire des certificats médicaux pour la CNDA et travailler en équipe aussi avec les CADA pour faire comme des séances de répétition, qu'est-ce qu'on peut dire, insister, etc., pour les aider donc à faire face. Le soin psychique. Alors d'abord, être attentive à nos attitudes nous-mêmes de soignants. C'est vrai que c'est compliqué, c'est un stigmate, mais aussi pour nous. Quand on dit enfant né d'un viol, on ne voit plus l'enfant pareil. Ça, je dirais que c'est malgré nous. Donc il faut être nous-mêmes très attentifs. Et surtout aussi, comme je le dis, la notion de secret partagé avec les équipes. Qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on ne dit pas? Et ça, je trouve ça compliqué. Moi, je vous dirais quelques suivis que je fais encore actuellement. Les femmes sont libres de le dire ou de ne pas le dire. Moi, je ne le dirai pas. Bon, je suis soumise au secret professionnel. Mais c'est vrai qu'il y a toujours un impact, malgré notre bonne volonté, sur la façon dont on peut regarder un enfant. Je dirais que la migration protège quand même les femmes de la honte de la communauté d'origine, mais les expose à toutes les autres difficultés liées à l'exil, que sont le manque, la solitude, la perte. Donc d'abord, la question du marasme psychique, la difficulté à investir l'enfant, les confusions temporo-spatiales, le portage aléatoire de l'enfant, tout ça, nous y travaillons. La question du mutisme, c'est-à-dire du silence, qui est une marque aussi du trauma. Et d'ailleurs, c'est pour nous le premier symptôme grave, c'est de ne rien pouvoir en dire. Et donc, voilà, tout ça va nous animer pour soigner la maman, l'aider et aussi éviter ce qu'on appelle la transmission du trauma, sur lequel il y a des thérapeutes qui ont beaucoup travaillé. Alors, il y a plusieurs concepts. Je ne sais pas si je vais peut-être pas trop parler de concepts, mais la radioactivité, il y a l'empreinte, voilà, toutes choses qui sont des concepts pour essayer de comprendre comment cette transmission se fait. Et donc, bien sûr, les psychothérapeutes vont être décisifs pour reprendre ce que Bion appelle la rêverie. Cette capacité comme ça de rêver pour une maman et d'anticiper les besoins du bébé. La question des objets culturels. Les objets culturels, quels sont-ils? La langue, bien sûr, les berceuses, les chants, et ce que j'appelle l'affiliation de l'enfant. Comment on va aider la mère à affilier son enfant. Revenons à Fleur. Donc Fleur est très ambivalente vis-à-vis de son bébé, ce qui est assez une caractéristique, mais une ambivalence exacerbée. C'est-à-dire, l'enfant est tout pour elle, sa mère, sa grand-mère, sa tante et bientôt sa copine, qui est le signe aussi du vide qui entoure cet enfant, qui entoure les enfants. Vide générationnel, vide culturel, qui sont les effets donc du viol politique. Sur le plan administratif, Martha sera déboutée malgré son récit, et pourtant un récit précis d'une région dont on connaissait la guerre, avec des stigmates aussi corporels, puisqu'elle avait été menottée, elle gardait des traces. Et donc, Martha déboutée remet en question sa filiation avec Fleur. Elle évoque la possibilité de l'abandonner, puisque Fleur ne lui sert plus finalement, puisqu'elle ne peut même pas justifier d'une affiliation, d'une reconnaissance plus exactement par la France. Donc c'est à ce moment-là qu'on va se bouger, je dirais, sur le plan du soin et vraiment plus l'accompagner. Et surtout, revoir, je dirais, les processus d'humanisation qui ont été à l'œuvre de la petite Fleur. Ça, c'est repris en psychothérapie à un moment où on avait une bonne relation avec Martha. Alors, je ne vais pas tout développer parce que sinon je vais prendre trop de temps, mais on a travaillé avec Martha ce parcours, cette fuite après les actes génocidaires. Comment ça s'est passé pour Fleur? Alors, c'était important pour nous parce que ça nous a donné des choses qu'on a pu travailler avec d'autres femmes. D'abord, le prénom, Fleur. Fleur est un prénom de la France. Fleur appartient donc à la France et c'est le groupe bénévole qui a donné le nom. Je suis très sensible à ça, car on pourrait se dire, oui, on pourrait critiquer ça, mais en fait, les groupes bénévoles, les groupes associatifs sont aussi des soutiens
très important, et particulièrement pour la nomination de l'enfant. Elle raconte aussi comment elle s'est rendue compte qu'elle était enceinte donc d'un enfant de l'ennemi. Et ça aussi, c'était très important. Elle dit qu'elle a rêvé à sa mère, à ce moment-là, dont on a dit qu'elle avait été assassinée. Donc, en fait, la mère vient en rêve et lui envoie plein de messages. Bon, tout en sachant que la question des rêves dans sa société sont extrêmement importants. Et le rêve d'un défunt, c'est en même temps quelque chose auquel on prête beaucoup d'attention et en même temps quelque chose qui fait extrêmement peur, l'équivalent d'un fantôme. Et elle dit, quand sa mère la visite, d'après ses mots dans le rêve, elle dit « Je me suis dit que je ne pouvais pas tuer cet enfant qui était en elle. Elle allait revenir, ma mère, comme un ancêtre. Je me suis dit que j'allais me confier à elle. » Donc, à ce moment-là, et ça aussi, on retrouve malgré tout dans le parcours de certaines femmes l'idée qu'elles savent que la grossesse est un risque, après un viol, évidemment, et que j'ai eu plusieurs paroles où la mère, à ce moment-là, accepte l'idée de garder l'enfant. Il faut savoir que les femmes ont des pratiques abortives, qu'elles sont même très fortes, qu'elles ont des pratiques, qu'elles connaissent des plantes, elles peuvent le faire. Et une autre des patientes que je suis m'a expliqué que, je vais vous raconter rapidement l'histoire, elles étaient ensemble, donc des femmes qui ont été exfiltrées après une guerre, et qu'ensemble, elles étaient enceintes, toi, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je veux pas de l'enfant, je vais faire tout ce que je sais faire pour avorter. Et certaines disent, bah non, moi, je vais garder l'enfant. Voilà. Plus tard, donc après que la petite fille soit née, encore un rêve de la mère qui lui dit « Comment as-tu nommé l'enfant ?» Donc on travaille beaucoup sur ces rêves. Bon, la mère, est-ce qu'elle a l'air contente, pas contente? Comment elle était habillée? Qu'est-ce que vous en pensez? Etc. Alors, c'est là où elle peut élaborer quelque chose du deuil, hein, compliqué évidemment, de la mère. Parce que on peut dire, ben voilà, le Fleur, c'est un prénom de la France, qu'est-ce qu'il aurait fallu une nomination traditionnelle? Eh bien non, puisqu'on ne va pas donner le nom à une petite fille dont l'ancêtre a été cruellement tué. Et elle dit une phrase que beaucoup de femmes disent, c'est Dieu qui a voulu cela, l'enfant n'y est pour rien. Donc je vais confier l'enfant à Dieu. Donc on peut dire que Fleur est affiée à la France, à Dieu, aux ancêtres, même si c'est un peu bancal, mais qu'en est-il de l'affiliation humaine? Fleur a été allaitée. Et ça, c'est grâce au groupe de bénévoles. Et Martha parle swahili à son enfant. Nous encourageons tous les gestes de maternage. Nous valorisons le prénom de Fleur. Elle peut donner des graines. Et ceci n'est-il pas une promesse de fertilité? Martha, cependant, peine à trouver un père pour Fleur. Alors là, ça sera très compliqué, parce qu'à chaque fois qu'elle trouve un compagnon, elle voit derrière le compagnon le visage du bourreau. Donc bon, c'est toujours très aléatoire, mais en tous les cas, elle va mieux. Bon, il y a tous les pratiques de pratiques artistiques qu'on fait avec elle, les pratiques de psychomotricité. Elle aura une deuxième petite fille qui allait bien, dont le prénom est religieux et signifie « béni pour la victoire ». Voilà, donc le suivi psychiatrique s'est arrêté puisque Martha est partie vivre dans une autre région. Donc le travail sur la nomination, vous voyez, est important. Soit que... alors il y a toute une littérature pour nous sur la nomination, l'importance de nommer son enfant pour nous, pour les autres. Et c'est un acte qui est empreint de solitude, puisque les femmes, si elles accouchent toutes seules sur le chemin migratoire, elles vont faire ça comme un acte de solitude, alors que c'est un acte social. Et on a une histoire d'une enfant nommée dans la solitude et qui, je pense, qui a été si on peut parler en termes de causalité, une des raisons pour lesquelles l'avenir de l'enfant très très rapidement a été désastreux. Je m'appuierai sur Jean Guyotat, qui est psychanalyste et qui parle de 3 filiations. Filiation instituée, narcissique imaginaire et corps à corps. Donc, interaction qui, pour toute femme donnant naissance. Et nous, on suppose, on sait, on observe que le corps à corps est très compliqué. On a dit, le corps à corps, c'est quand même prendre dans ses bras un enfant qui ressemble en fait au bourreau.
Je vous donnerai aussi d'autres exemples. Donc, le corps à corps demande d'être accompagné. Et la question imaginaire, alors on se décale un petit peu de la proposition de Guyotat, est très importante par le prénom donné. C'est une création symbolique, la question de la mémoire, mais aussi, beaucoup en Afrique, un vœu qui est donné pour l'enfant. Et c'est vrai que Fleur, par exemple, on avait beaucoup insisté sur ce qu'il signifiait, sur ce qu'on peut imaginer d'une fleur qui va essaimer. Je vais aller plus vite. Donc, j'aurai d'autres exemples, mais je vais m'arrêter. Après, la deuxième affiliation qui pour nous est vraiment importante, c'est l'affiliation religieuse. Toutes les femmes en parlent de cette affiliation religieuse, soit dans la question de la religion chrétienne, et moi j'insiste beaucoup là-dessus, j'ai dit, vous savez, le Christ, en fait, on ne sait pas comment Marie l'a conçu. On peut tout imaginer. Bon, c'est un peu, je ne sais pas s'il y a des religieux parmi nous, mais l'important, c'est qu'il a Dieu le Père, la mère et Joseph, le père, qui dit « mais moi, je le prends, cet enfant. Rien n'est impossible. » Voilà, donc on insiste sur la présentation à l'Église, et elles le font toutes, en fait. Enfin, en tous les cas, chrétiennes, musulmanes, j'en ai eu moins, mais on insiste beaucoup, on accompagne, et si on faisait un parrainage, etc. Et donc, la religion, pour nous, c'est un véritable processus d'affiliation. Alors, je vais m'arrêter, mais je vais parler de deux évolutions d'enfants que je connais, qu'on continue à avoir des nouvelles et même à suivre. Marie, érythréenne, dont la peau de l'enfant est trop foncée. Et Marie, elle a fui le Soudan du Sud au moment où il y a eu une guerre, et elle a été violée donc, par des hommes en armes, viol collectif. Donc, en fait, bon, voilà, je l'ai suivie, on l'a accompagnée, elle est arrivée, etc. Cet enfant, il a 13 ans maintenant, et il est très foncé de peau, contrairement à notre Marie érythréenne. C'est un enfant qui va pas trop mal, qui est suivi, qui est très attentif. Il vient des fois dans les consultations. Il est très... bon, il faut savoir que ce sont des diades qui sont très isolés. Ils n'ont plus de famille, donc le devenir de l'enfant, quand je vais mourir, que va devenir cet enfant? Et surtout, que vais-je dire à l'enfant de sa création? Alors, bon, on imagine, mais moi, j'en sais rien, ce qu'on peut dire. Donc, je m'imagine avec elle, qu'est-ce qu'on pourrait dire, etc. Me dit, de toute façon, je vais vous dire, il a une tête de Soudanais. Hein. Je ne peux pas dire que j'ai eu... c'est pas possible, il a une tête de Soudanais. Donc, ça, c'est des choses que je ne peux pas voir. Mais bon. Donc, et l'enfant, un jour, lui demande, lui dit, mais pourquoi moi, je n'ai pas de père? Qu'est-ce qu'on va répondre? On réfléchit. Et elle lui a dit, écoute, ton père, il est au Soudan. Un jour, si tu veux, tu iras le chercher. Mais franchement, il n'a vraiment rien fait pour moi. C'est pas moi qui lui ai dit, c'est elle qui a créé cette histoire. Et j'ai trouvé que c'était plutôt pas trop mal. Deuxième exemple, Madeleine, qui met au monde une petite fille prénommée Emma. Alors, Madeleine, elle ressemble beaucoup à celle dont on a parlé, c'est-à-dire qu'elle a fui son pays parce qu'elle a fui une excision, elle a fui un mariage forcé, et elle est passée par le Maroc, dans la jungle, cette fameuse jungle, et elle a été violée par des hommes sans visage, c'est elle qui le dit. Et cette petite fille qui est née en France, Emma, est une petite fille au teint clair, très important. Donc, en fait, Madeleine ne peut pas cacher à sa communauté que c'est un enfant né d'un viol. Il a le stigmate de l'arabe. Donc là aussi, c'est très compliqué pour Madeleine, qui va devoir s'éloigner de sa communauté. Tout un travail avec elle. Et les dernières, quelques jours avant ce colloque, j'ai reçu un petit texto d'un dessin de Emma. Alors Emma, on a beaucoup travaillé sur le prénom religieux. Elle est religieuse, Emma, vous savez, c'est quand même tout un prénom religieux, voilà, très porteur aussi. Donc, et elle lui a choisi un père aussi, un père qui a accepté l'enfant. Et le dessin était très joli. C'était un visage entouré de bras, avec plein de petits cœurs. Et j'ai demandé par texto, par une collègue interposée, comment elles interprétaient le dessin. Et la maman, donc Madeleine, a dit, eh bien, c'est un message d'amour, c'est un visage entouré de bras et de cœurs. Donc Emma même, et sur la photo d'ailleurs, on voit Madeleine qui est tout sourire et qui va bien. Et la petite fille va bien. Voilà. Donc je m'en arrêterai là. Voilà.
Merci beaucoup, Claire. Je suis désolée de vous avoir coupé, mais vous avez déjà doublé votre temps de parole quasiment. Mais vous restez avec nous, ou vous pouvez vous installer là ou là, et vous restez avec nous pour la séquence de questions avec la salle, juste après l'intervention de Thomas Onillon. Merci infiniment en tout cas de nous avoir embarqués dans l'histoire de Martha et de Fleur qu'on a suivi attentivement.